Maintenant, pourquoi les agences de coopération au développement souhaitent développer des partenariats avec les multinationales? La première question, c'est le financement. On sait que les budgets des donateurs sont sous forte pression. Beaucoup de grands donateurs ont effectivement des déficits importants et ont décidé de couper dans l'aide au développement. Certains donateurs, dont un que vous connaissez bien, a la chance de finir l'année avec des surplus budgétaires, mais décide quand même de couper ou peut-être de réduire l'enveloppe de la coopération internationale au développement en disant on ne sait jamais, peut-être que demain on va arrêter d'avoir des surplus budgétaires. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc, ici la question du financement, moi j'en doute. Je ne pense pas que les multinationales vont contribuer de manière significative à financer des agences et des organisations qui se sont engagées dans l'aide publique au développement ou la coopération internationale au développement. J'ai pris juste un exemple qui vient de l'aide humanitaire, où là on pourrait penser que peut-être qu'il y a plus d'engagement des multinationales parce que financer l'aide humanitaire c'est une bonne image, hein, c'est très vendeur. Et puis, je suis désolé, c'est peut-être un peu petit, mais ici vous avez donc le 100% des 25,7 milliards de dollars qui ont été versés par des privés, donc pas par des États, mais par des privés durant 5 ans pour l'action humanitaire. Et vous voyez que la part des entreprises privées, c'est même pas 5% du total, du financement privé. Et comme le financement privé, c'est un quart, durant cette période, un quart de l'aide humanitaire totale, mais finalement, la contribution des entreprises à l'action humanitaire ne représente pas même 1% de l'enveloppe globale sur ces années 2009 à 2013. Donc vouloir développer des partenariats en disant on va pouvoir remplacer ou disons, compenser la baisse des budgets de l'aide au développement public par des partenariats, je n'y crois pas une seconde. Par contre, ces partenariats servent à échanger ou acquérir des compétences, des savoir-faire, des produits, des processus qui mènent à des innovations et qui peuvent être très intéressantes pour des organisations qui sont actives sur le terrain, que ce soit dans le domaine de l'information, les télécommunications, dans le domaine de l'aide alimentaire, on l'a vu, dans le domaine de la logistique, et j'en passe. Ensuite, on peut imaginer qu'à travers ce genre de partenariat, on peut augmenter l'efficacité de l'aide. Mais ça, il faudra qu'on le mesure et qu'on regarde si c'est vraiment le cas. Et puis finalement, je crois que ces partenariats, pour les agences de coopération au développement, c'est une manière de renforcer son réseau, de renforcer sa capacité d'influence et de sa capacité de levier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui estiment que de développer des partenariats avec des multinationales, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à leur positionnement et leur capacité d'influence au niveau global. Maintenant, il y a beaucoup d'ONG aussi qui ont développé, je ne dirais pas des partenariats, mais en tout cas des initiatives avec des multinationales. J'avais participé à la fin des années 90 à dialogue avec Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres, où avec les grandes entreprises minières et pétrolières américaines et britanniques, on a développé ce qui est devenu les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme. Et mon collègue de Human Rights Watch me disait, moi j'ai pas de problème parce qu'on n'est pas une association. Par contre, le collègue qui représentait Amnesty International disait, je peux vous dire que quand je vais voir mes membres de l'association Amnesty International et que je leur dis que je négocie, que je travaille avec ExxonMobil, avec Texaco, avec il n'y avait pas Glencore, mais il y avait Rio Tinto et beaucoup d'autres, c'est pas évident de dire mais pourquoi on se met avec eux dans une initiative conjointe? Est-ce qu'on n'est pas en train de leur donner la possibilité de faire de la publicité bon marché grâce à nous? Non. Et donc, il y a eu beaucoup de crises dans cette initiative depuis 15 ans, avec des hauts et des bas, parce qu'on a voulu d'abord lancer l'initiative pour s'assurer que les entreprises respectent les droits de l'homme et le droit humanitaire dans la gestion de leur sécurité. Puis petit à petit,
On s'est dit, ben, on a lancé l'initiative, on veut voir des résultats. On veut mesurer les résultats. Voilà, donc, je le mentionnais, capacité d'influence. Ici, on est à Davos, au World Economic Forum. Et au World Economic Forum, vous avez aujourd'hui tous les patrons des grandes agences onusiennes qui traitent de questions de développement et d'aide humanitaire. Ils sont invités, ils rencontrent ici le Premier ministre ou peut-être l'ex-Premier ministre, je ne suis pas ça au jour le jour, de Turquie, et vous avez donc le haut-commissaire aux réfugiés et la responsable de OCHA, l'Office de coordination des affaires humanitaires, qui se rencontrent, qui débattent, et là c'est une occasion de rencontrer les multinationales et aussi des acteurs étatiques dans le cadre de partenariats que lance le WEF sur la gestion des désastres et sur d'autres questions qui traitent réellement de l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors ces partenariats peuvent poser problème. Je donne un exemple ici dont on a parlé dans la tribune de Genève, je ne sais pas si c'est venu jusqu'à Lausanne, mais en tout cas ça a fait la une de la Julie, la tribune de Genève pendant quelques temps. C'est qu'on avait eu une campagne du musée international de la Croix-Rouge pour rénover le musée de la Croix-Rouge. Il fallait trouver des fonds, il y a eu des partenariats publics-privés, et les journalistes ont découvert, grâce à une ONG anti-tabac, qu'une partie des fonds avait été versée par Japan Tobacco International. Et donc il y a eu une campagne pour dénoncer ce don inapproprié pour financer le musée international de la Croix-Rouge, sur quoi le musée de la Croix-Rouge a répondu, mais il n'y a pas de problème, on nous a donné cet argent et on connaît Japan Tobacco International, il n'y a pas de problème. Et les journalistes ont déterré les lignes directrices sur les partenariats du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui disent que le mouvement ne va pas entrer en partenariat avec des entreprises dont les activités sont de manière notoire nocives pour la santé. Alors là, le musée a dit oui, effectivement, là il y a peut-être un problème, donc on va rendre l'argent à Japan Tobacco International. Ce qui fut fait, mais Japan Tobacco International a dit, mais écoutez, non, vous êtes venus chercher l'argent chez nous, on vous l'a donné, on ne va pas le reprendre. Gardez-le. Et aux dernières nouvelles, je ne sais pas quand on en est aujourd'hui, mais un avocat a dû prendre cet argent en attendant, parce que, voilà. Donc vous pouvez avoir aujourd'hui dans une arène de contestation des employés. Vous pouvez avoir des employés, je ne sais pas, de la Croix-Rouge vaudoise qui vont dire, mais au fond, oui, moi je suis engagé dans la Croix-Rouge vaudoise, mais j'aime pas savoir que Philippe Maurice, pour ne pas les nommer vu qu'ils sont plus près de chez vous, ici à Lausanne, donc on peut avoir des contestations internes. On a bien sûr des contestations à l'externe et au niveau international. Donc la question qui se pose, c'est de dire, mais comment gérer ces partenariats, quels sont un peu les cadres? Et là, on a fait toute une recherche avec ma collègue Liliana Andonova, qui est aussi professeure de sciences politiques à l'Institut, sur les principaux vecteurs de légitimation de ces partenariats. Et parmi ces vecteurs, on en a mis en relief 3. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une adéquation éthique de base entre ce qu'on appelle le core business d'un domaine d'activité, d'une ONG, d'un État, et le core business d'une entreprise. Typiquement, si la Croix-Rouge travaille notamment dans la santé, pour essayer de soigner des malades à travers le monde, un partenariat avec une entreprise de tabac peut poser problème. Peut-être que pour le WWF, qui s'occupe plutôt d'environnement, ce cas-là serait moins problématique. Des questions à discuter. Mais enfin, la question de l'adéquation, disons, d'éviter qu'il y ait des telles contradictions au niveau éthique, me semble être le premier point sur lequel il faut travailler. Le deuxième, c'est que s'il y a un partenariat, il faut que les procédures soient totalement transparentes et démocratiques. Qu'il y ait des accords qui soient disponibles, que ces accords prévoient les responsabilités et les rôles des uns et des autres, et qu'il y ait un droit d'examen interne sur le fonctionnement de ces partenariats. Et puis finalement, et c'est peut-être l'essentiel dans ce qui m'avait intéressé là, c'est des partenariats avec des organisations humanitaires, si ça n'améliore pas les résultats sur le terrain concrètement,
eh bien, il n'y a pas de légitimation en fin de compte. Le problème est que d'évaluer l'impact des partenariats est très très difficile, parce que déjà ces partenariats, il faut bien les saisir et comprendre quels sont les termes, puis ensuite il faut pouvoir isoler l'impact sur le terrain qu'on peut vraiment attribuer au partenariat par rapport aux autres activités, soit d'un État, soit d'une ONG. Et d'attribuer un résultat plus efficace au partenariat, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, mais extrêmement intéressant. Il y a plusieurs projets de recherche aujourd'hui qui essaient de pouvoir être un peu plus rigoureux dans cette analyse pour dire, mais au fond du compte, après 10 ans, après 15 ans, on nous a vendu ça, on en a beaucoup parlé au niveau public, les médias et l'entreprise notamment a beaucoup communiqué sur son engagement. Qu'est-ce que ça a changé? Voilà, donc j'en viens de manière plus large sur les entreprises et les objectifs du développement durable. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'abord que les entreprises travaillent sur l'impératif de ne pas nuire au développement durable avant de vouloir y contribuer au-delà de ce qui est nécessaire. Et c'est là que je trouve que l'initiative qui est soutenue maintenant, notamment par l'Alliance Sud et beaucoup d'autres membres, et qui va être déposée en octobre, n'est-ce pas, se repose sur un texte fondamental qui est ce texte adopté par la Commission des droits de l'homme, les principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme, qui dit très clairement que ce sont les États qui ont la responsabilité première de promouvoir et faire respecter les droits de l'homme. Cela étant, les entreprises elles-mêmes ont une responsabilité de respecter les droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles doivent exercer, comme vous le savez, une diligence raisonnable pour évaluer l'impact potentiel de leurs investissements sur des violations de droits de l'homme et tout entreprendre pour éviter que ces risques se matérialisent. Et si ces risques se matérialisent et que violation il y a, d'offrir des moyens de remédier aux dommages causés. Et ces principes directeurs des Nations Unies ont été adoptés par l'ensemble à l'unanimité de la Commission des droits de l'homme, mais restent un texte non contraignant. Et l'idée principale de l'initiative est de traduire ces principes universellement adoptés dans l'ordre juridique interne suisse. Alors, là, on parle des droits de l'homme. Maintenant, il y a, bien sûr, comme vous le savez, le développement durable est basé sur le respect des droits de l'homme, mais traite aussi de beaucoup d'autres questions, notamment liées à l'environnement, qui sont importantes d'étudier. Et c'est là que je pense que les entreprises, certaines d'entre elles, font un travail important de mesurer et de faire rapport sur leurs émissions de CO2, sur leur usage et la pollution de l'eau, sur le recyclage des déchets, et j'en passe. Et c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Alors donc, au-delà de ne pas nuire, qui est la première responsabilité d'une entreprise, elle peut contribuer à mettre en œuvre les objectifs du développement durable, à mon sens, surtout en réfléchissant sur son core business. Il y a une brochure d'une banque suisse, vous pouvez même lire son nom ici, je ne vais pas faire de publicité, enfin c'est une brochure qui est intéressante parce que la banque suisse en question dit « nous et les objectifs du développement durable ». Et ils reprennent l'ensemble des 17 objectifs et dire où, avec nos activités, notre core business, où est-ce qu'on peut intervenir pour développer nos activités qui sont notre cœur de métier, tout en contribuant à la mise en œuvre de ces objectifs. Et je crois que c'est essentiel que ces multinationales fassent l'exercice. On va voir dans certains secteurs comment on peut le faire. Et puis, les ONG, là-dedans, vu que je suis ici chez Alliance Sud, pour moi, elles ont un rôle absolument central à jouer dans le monitoring, le suivi de ces responsabilités des entreprises de ne pas nuire et de contribuer aux objectifs de développement durable, avec les milieux académiques, avec d'autres, pour tenter d'avoir des indicateurs qui soient robustes et qui permettent d'informer le débat sur la base de recherches solides pour dire, mais au fond,
et dans quelle mesure les États et les multinationales, lorsque ces acteurs travaillent ensemble, arrivent à des résultats qui sont ceux auxquels les États se sont engagés avec l'agenda 2030. Voilà donc, moi ce que me paraît très intéressant pour faire ce travail-là, mais aussi d'ailleurs pour les États et les ONG qui souhaitent développer des partenariats, c'est de réfléchir par exemple, prenons l'agroalimentaire. On réfléchit depuis le champ jusqu'à la fourchette, à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, et on se dit, mais lorsque les petits paysans dans, je sais pas, mettons au Ghana, travaillent, ou dans des plantations de café, quels sont les principaux risques liés à des violations de droits de l'homme, mais quelles sont les principales contributions qui peuvent être faites en termes de développement durable. Comment intervient le secteur agroalimentaire en amont, et puis ensuite, à travers le contact et les échanges avec des fournisseurs, avec des sous-contractants, avec tout ce qui est la logistique et le trading, la transformation des produits, la distribution, l'usage des produits finaux et le recyclage en fin de vie des produits. Quelle est l'empreinte écologique globale et quels sont les impacts à chaque étape, et où les entreprises du secteur peuvent-elles faire des contributions positives, mais où au contraire faut-il faire attention aux incidences négatives qui sont faites. Alors on a fait l'exercice dans un article, et ça c'est vraiment trop détaillé, mais on a fait l'exercice pour le secteur agroalimentaire, où l'on voit, j'aimerais juste dire ça, il n'y a pas besoin de lire le tout, mais on a donc ici la chaîne de valeur, et ce qui est intéressant dans l'agroalimentaire, c'est qu'on parle de multinationales. Alors bien sûr, il ne faut pas se centrer que sur les multinationales. Il y a énormément de petites et moyennes entreprises, surtout dans des pays en développement, qui ont un rôle majeur à jouer. Ce n'est pas le thème de ma conférence, mais je crois que c'est important de ne pas oublier les micro-entrepreneurs, les mutuelles, enfin tout le reste de l'activité de production de valeur au sud et au nord. Mais dans le cas de multinationales, on voit qu'au niveau, donc si on est en fin de parcours, pour ce qui est des entreprises de distribution, de la grande distribution, vous avez une concentration énorme sur des grandes marques, Walmart, Carrefour, Migros et Coop en Suisse, etc. Donc on a quelques grandes compagnies sur lesquelles on peut vraiment travailler parce qu'elles ont un impact énorme sur le secteur. Au niveau des négociants, donc du négoce de matières premières, vous avez finalement 3, 4, 5 grands acteurs qui sont aussi des multinationales et qui ont un impact majeur dans le secteur. Et puis, si on regarde les transformateurs, entre Unilever, Nestlé, General Mills, Mars et d'autres, vous avez finalement ce qu'on appelle les Big Ten, c'est-à-dire les 10 grandes entreprises qui sont les grands acteurs du marché. Alors je crois que c'est intéressant là justement dans le dialogue ou dans le suivi, de se dire dans ce secteur-là, il y a effectivement un certain nombre de très grandes entreprises qui ont un impact énorme sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec lesquelles il vaut la peine d'engager le dialogue, que ce soit, alors chacun dans son rôle, les États, que ce soit dans un dialogue de contribution à réduire les effets négatifs et augmenter les synergies avec l'agenda 2030. Pour des ONG, ça peut être beaucoup plus un rôle de se faire l'avocat du diable, de faire des campagnes de mobilisation et de sensibilisation de la société civile. Chacun ici joue son rôle. Voilà, je conclus avec quelque chose que je n'ai pas abordé jusqu'à maintenant, c'est de dire que dans ce cadre-là, les questions fiscales sont absolument essentielles. J'ai mentionné tout à l'heure que l'aide publique au développement pourrait représenter 3 jusqu'à 5% du financement global de l'agenda 2030. Mais l'essentiel de ce financement doit être généré par les pays en développement eux-mêmes. Elles doivent avoir les ressources nécessaires pour financer, et ces ressources domestiques, nationales, doivent pouvoir se baser sur ce qu'on appelle une base fiscale, une assiette fiscale qui s'élargit, et
des capacités de taxation, de prélèvement d'impôts, de gestion budgétaire qui doivent être renforcées. Et là, je pense qu'il y a un travail énorme dans les pays du Nord, en Suisse notamment, mais aussi en Grande-Bretagne et ailleurs, sur la question des flux financiers illicites. Et on sait que les flux financiers illicites qui sortent d'Afrique sont nettement supérieurs à l'aide publique au développement qui y arrive. Et la majeure partie de ces flux financiers illicites sont le fait de sous-facturation du commerce des matières premières ou de ce qu'on appelle les prix de transfert à l'intérieur de groupes multinationaux. Et là, on voit que c'est devenu un thème très important à l'agenda, en tout cas de l'OCDE et des pays du Nord avec des pays émergents. Il faut que ce débat s'élargisse aux pays du Sud. Et puis, d'élargir l'assiette fiscale ou d'éviter l'érosion de la base fiscale dans ces pays est essentiel, mais n'est pas suffisant. Il faut aussi que dans les pays concernés, il y ait des capacités administratives, fiscales et de gestion de la manne budgétaire qui soient renforcées avec aussi un travail politique quant à l'allocation de ces ressources. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de travail au nord comme au sud qui doit être réalisé. Voilà pour conclure. Je crois que l'agenda 2030, on l'a dit et redit, il offre un agenda universel adopté par l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Il est intéressant parce qu'il concerne tant les pays que la Suisse que les pays du Sud. Quand je dis tant, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que certains des objectifs concernent plus particulièrement la Suisse et des pays du Nord, passer à des modes de production et de consommation durables, renforcer dans le mix énergétique les énergies renouvelables, et puis d'autres, comme le premier objectif de lutte contre la pauvreté extrême, concernent d'abord des pays à faible revenu. Mais il n'empêche que voilà, c'est un agenda universel et que dans ce cadre-là, il peut y avoir une certaine convergence d'intérêts. Il n'y a pas de convergence d'objectifs. Je l'ai dit, les objectifs des multinationales sont clairs. Quand il s'agit de multinationales étatiques chinoises, c'est un peu plus compliqué. On pourra en discuter tout à l'heure, mais enfin, les objectifs sont clairs. Et il faut essayer justement de travailler sur ces objectifs, sur les intérêts communs des États en matière de développement, des ONG et des entreprises. Et j'ai expliqué tout à l'heure quelles sont les variables qui entrent dans l'équation qui fait qu'on a potentiellement des intérêts communs sur lesquels on peut travailler. Maintenant, la légitimité de partenariat doit être absolument établie de manière avec précaution, elle doit être préservée selon des principes clairs. Et parfois, que ce soit d'ailleurs dans le monde académique ou dans le monde politique ou ailleurs, on sent que ces cadres-là sont assez parfois trop souples, parce que je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les parties en partenariat d'avoir un cadre qui est clair. Et il m'est arrivé de travailler sur l'établissement de partenariats avec des entreprises pour une organisation sans but lucratif, et le fait d'avoir des critères très stricts a été un argument de vente finalement, où certaines compagnies disaient « Ah, vous venez nous voir parce que vous pensez que nous sommes éventuellement dignes de devenir un partenaire alors que d'autres pas », c'est quelque chose qu'on apprécie et qu'on valorise. Voilà, donc je terminerai par une célèbre citation, je ne sais pas si c'est Shakespeare, mais c'est une citation en anglais, « The proof of the pudding is in the eating », donc avant l'apéritif, effectivement, dire que ici j'ai essayé d'élaborer un peu sur le potentiel, mais aussi les risques, ce qu'il faut avoir en tête, mais le potentiel des partenariats, et l'essentiel sera de pouvoir en mesurer l'incidence, l'impact concret, positif et négatif sur le développement durable. Je vous remercie.